Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci de venir assister, d'avoir bravé les éléments d'ailleurs, parce qu'il fait plutôt froid, on dirait que c'est plutôt un début d'hiver qu'un début d'automne, pour venir assister à cette ultime conférence des rencontres du développement. Elles ont commencé jeudi et c'est la conférence de clôture qui sera consacrée surtout à une problématique économique. Je vous rappelle le titre, quelle stratégie économique est compatible avec la durabilité? Vous avez pu constater pour ceux qui ont suivi, soit sur Facebook, soit via d'autres médias, ou bien parce que vous étiez aussi dans les précédentes conférences, qu'on a abordé énormément de thématiques, mais il restait quand même l'économie, et ça c'est vraiment évidemment important, surtout dans des temps qui sont très incertains. Encore récemment, on a vu que le PIB genevois, le produit intérieur brut genevois, a dévissé de 10%, c'est énorme par rapport à l'année passée. Alors évidemment, tout le monde espère un petit peu un regain de l'économie pour l'année qui vient, mais enfin, ça c'est quand même un coup dur pour toute une série de secteurs. Dans ce cadre-là, j'ai oublié de me présenter. Donc, Roland Rossier, je suis journaliste indépendant, donc chargé d'animer cette conférence. Et elle va se dérouler de la manière suivante. D'abord, vous allez pouvoir écouter pendant environ un quart d'heure une conférence introductive de Marc Chesnay, qui est directeur du département de banque et finances, ainsi que du centre de compétences en finances durables de l'université de Zurich. Marc Chesnay, d'ailleurs, qui, sur les thèmes qu'il va aborder, a publié un livre qui s'appelle « La crise permanente », et qui sera disponible début octobre dans les librairies ou via les réseaux sociaux. Suivra après une table ronde, et je vous présenterai après les 4 personnes qui sont là et qui vont participer à cette table ronde pendant environ 45 minutes, une discussion qu'on espère nourrie. Et après, ce sera à vous de poser des questions, soit aux 4 personnes de la table ronde ou à Marc Chesnay qui nous fait l'amabilité de rester encore pour pouvoir répondre à ces questions-là. Et je dois encore ajouter quelque chose sur Facebook. Vous pouvez aussi poser vos questions sur le live Facebook, sur la page GE en capitale, GE, trait d'union, nouveau quartier, ou c'est possible aussi d'adresser un mail à l'adresse urbanisme@eta.ge.ch. Et là aussi, donc, on aura des questions des internautes. Donc, c'est parti maintenant pour 2 heures de débat. Et suite à ces débats, Monsieur le conseiller d'État, Antonio Hodgers, vous dira quelques mots pour clôturer en fait l'ensemble de ces journées qui étaient quand même assez nourries. Alors, sans plus attendre, je passe la parole à Marc Chesnay. Bonjour, le micro fonctionne, c'est parfait. Alors, en amont, avant d'essayer de proposer quelques pistes en ce qui concerne des stratégies économiques susceptibles de promouvoir la durabilité, j'aimerais traiter de la question de savoir si l'économie actuelle, en tant que telle, est compatible avec la durabilité. Je ne sais pas si vous voyez bien l'écran, il faut que je me pousse, ça va ? Ok. Alors j'ai ciblé 4 domaines pour essayer de répondre à cette question. Et comme vous le verrez, malheureusement, je répondrai par la négative à cette question. Le fonctionnement, je devrais dire le dysfonctionnement actuel de l'économie, ne permet pas vraiment d'apporter des réponses fondamentalement durables. Il n'empêche qu'il y a quand même des pistes et des solutions que je proposerai à la fin de la présentation. Alors, la santé, l'économie, la finance, l'éducation universitaire. Je commence avec la santé, avec un thème d'actualité. Nous portons des masques et on sait pourquoi, on sait pour quelles raisons. Beaucoup de collègues, beaucoup d'économistes présentent la Covid comme quasiment tombant du ciel, un signe noir, comme ils disent. Le fait est que la Covid provient du dysfonctionnement de l'économie. En l'occurrence, de la perte de biodiversité, 2/3 des espèces ont déjà disparu, et de la déforestation. La propagation d'une telle pandémie est liée à la globalisation de l'économie. Donc il faut réfléchir à ces thèmes de manière sérieuse.
Maintenant, en ce qui concerne les effets de la pandémie, les inégalités sociales explosent. Et le problème s'accélère. Alors, je vais citer 4 personnes qui ont vu leur fortune augmenter d'environ 130 milliards de dollars, j'ai pas dit millions, j'ai bien dit milliards, en un peu plus de 3 mois, à l'heure où, dans le pays dans lequel ces personnes sont situées, en l'occurrence les États-Unis, 40 millions d'Américains ont perdu leur emploi. Qui sont ces 4 personnes? Vous allez voir, elles sont contentes, et c'est peu dire. En fait, elles jubilent. Alors, je commence avec Bill Gates, qui a augmenté sa fortune. Ce n'est pas sa fortune, c'est l'augmentation de sa fortune. 11,5 milliards de dollars en un peu plus de 3 mois. Je continue avec Mark Zuckerberg, qui jubile effectivement 32 milliards en 3 mois et demi d'augmentation. Tesla, 42 milliards. Elon Musk, 42 milliards de dollars. Jeff Bezos, lui aussi jubile, 44 milliards de dollars en 3 mois et demi. Et si on considère environ un peu plus de 6 mois, de début janvier à mi-juillet, c'est 90 milliards de dollars. En un jour, le 20 juillet dernier, cette personne a augmenté sa fortune de 13 milliards de dollars. Ça ne s'est jamais vu dans l'histoire. 13 milliards, je n'ai pas dit 13 millions, 13 milliards de dollars. Qu'est-ce que ça veut dire? Parce que bon, on est assommé par les chiffres. Ça correspond à ce que l'ensemble des Africains, en 2 jours de travail, étaient susceptibles de produire. Donc 1,3 milliard d'individus situés sur le continent africain ont produit en 2 jours ce qu'il a gagné lui en 1 jour. Un individu, 1 jour, 1,3 milliard d'individus en 2 jours. Une autre échelle, on va remonter le temps. Au XVIIIe siècle, un des individus les plus riches sur cette planète, Louis XVI, disposait d'un beau château, le château de Versailles. Qu'est-ce que ça veut dire 13 milliards de dollars par rapport à ce que vaut le château de Versailles? Je regardais récemment, il n'a pas été construit en 1 jour, il a fallu une 50aine d'années. Environ 10 000 personnes, chaque année, ont travaillé pour ce château. Alors si on multiplie pour arriver au nombre d'heures, on arrive à 150 millions d'heures. On rajoute l'argenterie, les œuvres d'art, on arrive à 250 millions d'heures. Là, on est en train de parler de 13, comme vous le voyez ici, donc au niveau africain, ça correspond à 1,3 milliard d'Africains. 1,3 milliard de journées. Multiplié par 2, ça fait 2,6. Donc on est en train de dire que ce qu'il a gagné en une journée, ça correspond à peu près à 10 fois le château de Versailles, qui s'est réalisé en 50 ans. Donc, il est évident que ce n'est pas durable, que ça pose de véritables problèmes. Parce que ce qui est accumulé de son côté est pris ailleurs, sur l'ensemble de la population. Et voilà où on en est en ce qui concerne la distribution des revenus. C'est facile à lire, malheureusement. C'est plat. Il n'y a pas d'erreur statistique, il y a une erreur sociale, et là, c'est vertical. Et là, vous avez 0,0001% de la population mondiale. Ce n'est pas durable. Il faut simplement être un peu plus raisonnable et trouver une solution. On n'est pas en train de dire qu'il faudrait que tout le monde perçoive les mêmes revenus ou la même fortune, on n'est pas en train de dire cela. Mais ça, ce n'est pas raisonnable. Ni durable, ni raisonnable. Alors, selon la Banque mondiale, on s'attendrait à ce que de 71 à 100 millions, 71 à 100 millions de personnes supplémentaires plongent dans l'extrême pauvreté cette année. Ce sont tous ceux qui sont là, qui sont invisibles dans le système. Et là, oui, j'ai mis 5 milliards pour donner 5 milliards de revenus, pas de fortune, de revenus chaque année. Tous les invisibles, on en fait partie d'ailleurs. Dans un certain nombre de pays, au lieu d'aider les personnes qui sont dans le besoin, j'ai cité 2 exemples ici, le Mexique et l'Inde, ce sont les compagnies polluantes qui sont subventionnées. Vous voyez ici Pemex avec 2,7 milliards de dollars, soit 21 dollars par Mexicain. Des industries polluantes. L'économie. Dans une économie qui fonctionnerait bien, qui serait durable, qui serait bien organisée, la digitalisation devrait permettre de générer du temps libre. Au contraire, aujourd'hui,
elle génère un sous-emploi ou le chômage. La croissance qui est mentionnée par de nombreux responsables politiques au niveau mondial n'est pas la solution en tant que telle, car la croissance signifie aujourd'hui la croissance de la pollution, la croissance des inégalités sociales, la croissance des émissions de CO2, etc., etc. Il faut être capable de réfléchir avec d'autres paradigmes. La dette continue à croître. Le système actuel est fondé sur la dette. La dette est un business. On rembourse ou on essaye de rembourser les dettes anciennes avec de la nouvelle dette. À un moment ou à un autre, on ne pourra plus le faire. Et j'en viens finalement aux accords de libre-échange qui sont présentés par de nombreux responsables politiques comme la panacée. L'Union européenne a négocié un accord de libre-échange avec le Mercosur et on a été fiers. Donc c'est donner plus d'incitation à M. Bolsonaro et à ses compères pour détruire l'Amazonie et pour nous vendre du soja et de la viande aux hormones. Donc à un moment, il faut dire non. Et ça augmente le CO2 par ailleurs. Un accord de libre-échange avec le Mercosur est une erreur. La finance, liée à l'économie, fonctionne sur un paradigme. Croissance-dette. Générer de la croissance dans l'espoir de rembourser une partie des dettes et accroître les dettes dans l'espoir de générer de la croissance. Manifestement, ça ne fonctionne pas. Les dettes augmentent toujours plus et la croissance va être négative cette année. Donc, c'est un fait, ce n'est pas une idéologie, c'est un fait. Donc, il faut changer de paradigme là aussi. Les taux négatifs. On est plongé dans les taux négatifs, la croissance négative, les taux négatifs, les prix du pétrole qui ont été négatifs en avril. Il faut réfléchir, c'est-à-dire que le système ne fonctionne plus. Le taux d'intérêt et le prix. Le prix de quoi? Le prix de l'argent. Qu'un taux soit négatif aussi longtemps traduit un dysfonctionnement majeur. Si vous allez ce soir dans une pizzeria et qu'on vous présente une facture négative, vous allez être content, j'imagine, vous mangez une pizza, on vous donne 2 francs. Ça peut fonctionner quelques jours pour promouvoir la pizzeria. Ça ne saurait fonctionner 5 ans, 10 ans. Là, ça fonctionne. Pourquoi? Parce que les banques centrales s'arrangent pour que ça fonctionne, jusqu'au moment où ça ne fonctionnera plus. Les produits dérivés qui se transforment trop souvent en pari sur l'insolvabilité, sur la faillite d'entreprise. La finance de l'ombre, qu'est-ce qu'on veut dire par là? Ce sont des institutions qui ne disposent pas de licence bancaire. BlackRock est un exemple, les hedge funds. Dans quelle mesure notre économie aurait-elle besoin d'une finance de l'ombre? C'est comme si vous aviez 2 types de chauffeurs, ceux qui ont un permis de conduire, puis ceux qui n'en ont pas, et puis qu'on trouve ça normal. On veut un seul type de chauffeur, ceux qui ont un permis de conduire, non? Les banques centrales, il faut tout de même se poser la question de savoir ce qu'elles font, et si ça correspond aux intérêts de l'économie ou pas. Quelques statistiques pour résumer la situation. Envers le PIB mondial, jusqu'à 2018, 86 000 milliards de dollars. J'espère que vous arrivez à voir de ce côté, ça va? Ici, vous avez les dettes mondiales, 248 000 milliards de dollars en 2018, et ça va empirer puisque les dettes augmentent énormément à cause de la Covid, et le PIB va décroître cette année. Donc les dettes sont correspondent à peu près 3 fois le PIB. Dangereux. À un moment ou à un autre, donc le danger n'est pas seulement économique, il est politique. Lorsque le régime nazi a pris le pouvoir, le niveau de dette était très élevé en Allemagne. Ça donne des idées à de futurs dictateurs ou démagogues. Il ne faut pas être naïf, ce sera impossible de rembourser toutes ces dettes. Donc il va falloir trouver des solutions. Il va falloir pardonner une partie des dettes. Et le gouvernement allemand qui donne des leçons au gouvernement grec au sujet du remboursement des dettes devrait se souvenir que 2 fois dans l'histoire, les dettes allemandes ont été pardonnées, justement après chaque guerre mondiale. Donc une grande partie des dettes a été pardonnée, donc il faut s'en souvenir. Le système est tellement fragile du fait des dettes qu'il incite certaines institutions financières à émettre des paris sur l'insolvabilité, voire la faillite d'entreprise. Donc ces produits qui sont en rouge, qui sont hors bilan dans les grandes banques, sont le plus souvent les produits dérivés. Une petite proportion, je ne dis pas que tout est négatif, là, une toute petite proportion est utile pour permettre aux entreprises de se couvrir contre les risques de change, par exemple. Ça, c'est utile, mais ça correspond peut-être à 1% du total. Le reste contribue à une sorte de finance casino dans laquelle ce sont les paris qui ont la haute main. Et je donnerai un exemple dans un instant.
Alors l'exemple est là. Ça, c'était juste avant la Covid. Vous vous souvenez que la société Thomas Cook est tombée en faillite. Et des hedge funds avaient parié sur justement cette faillite. Et j'ai écouté quelques interviews. Les responsables de ces hedge funds étaient soulagés que Thomas Cook soit bien tombé en faillite. Donc 20 000 personnes sont allées au chômage, mais ils étaient soulagés. Et ça a permis de générer des profits de l'ordre de 250 millions de dollars. C'est un exemple parmi d'autres. Pendant la Covid, à l'heure où les infirmières ou les docteurs, pour certains, se sont sacrifiés physiquement pour lutter contre la propagation de la maladie, eh bien, vous aviez des hedge funds qui faisaient quoi? Qui essayaient d'identifier les entreprises qui allaient tomber en faillite et qui pariaient sur la faillite. Et aux États-Unis, si ça ne fonctionnait pas, si malheureusement pour ces hedge funds, elles ne tombaient pas en faillite, ces hedge funds demandaient une aide publique. Voilà où on en est. Donc c'est le cynisme à l'état pur. Je continue le graphique et je change d'échelle, je rajoute une courbe en bleu. Ça, j'avais les 3 initiales. Donc encore une fois, le PIB mondial, les dettes mondiales et les dérivés, donc le plus souvent les paris sur les faillites, l'insolvabilité d'entreprise. Je rajoute une couche et vous voyez que je change d'échelle. Là, vous avez les transactions électroniques, à peu près 150 fois le PIB. Tout ce qui se fait de manière électronique. Carte de crédit, téléphone, ordinateur et surtout les transactions à haute fréquence. Donc il s'agit d'achat et de vente d'actions ou de titres financiers à la micro ou à la milliseconde. Ça correspond à 50% des transactions sur les actions, par exemple. Et la dette est titrisée, c'est-à-dire qu'elle devient un actif donc qui est diffusé sur les marchés, qui est acheté, qui est vendu. Donc ça génère beaucoup de transactions. 150 fois le PIB. Est-ce que notre économie a besoin d'autant de transactions? En mars, avril, mai, alors que l'économie était quasiment KO, les transactions ont continué à fonctionner à haut débit. On se demande pourquoi. Donc ça nous amène à l'idée de microtaxe que je proposerai, dans laquelle je ferai allusion à la fin de ma présentation. Si on imposait ici une microtaxe sur l'ensemble de ces transactions, vu la taille de l'assiette fiscale, on pourrait travailler avec 0,1%, ça générerait déjà des revenus substantiels, y compris pour le canton. L'éducation, c'est mon domaine, c'est mon travail, ça correspond à mon travail. En économie, les étudiants, et en finance, les étudiants commencent avec un principe. Le toujours plus serait synonyme de toujours mieux. Donc ils apprennent que la boulimie est positive, au fond. Ils devraient apprendre un autre mot, non pas que toujours plus est synonyme de toujours mieux, mais ils devraient apprendre, ce qui est nécessaire, ce qui est suffisant pour vivre correctement. Pas besoin d'en avoir toujours plus. Que va faire monsieur Bezos avec 13 milliards de dollars en un jour? C'est une boulimie, c'est une maladie. Il ne peut même pas consommer ce montant. Ce qu'ils apprennent implicitement, c'est qu'ils confondent l'être avec l'avoir. Et ça pose problème. Donc apparemment, pas d'autres valeurs que celles qui sont financières. Il faudrait travailler de manière interdisciplinaire. L'économie est présentée comme une science dure, comme la physique. Il n'y a aucune loi fondamentale en économie, contrairement à la physique. Aucune. Même la loi de l'offre et la demande, de l'offre et de la demande dépend d'hypothèses. Donc il faut revoir tout cela. Mais l'avantage, lorsqu'on présente l'économie comme une science dure, c'est d'exclure, d'excommunier tous ceux qui pensent différemment. Et le néolibéralisme a mené l'économie dans une impasse. Il a été activé dans les années 80-90 avec Mme Thatcher, M. Reagan, et puis il est arrivé au bout de sa course avec la crise de 2007-2008. Il est un mort-vivant. Le problème, c'est qu'il continue à sévir. On devrait tourner la page et passer à autre chose. On avait une politique économique qui était du type keynésienne jusqu'aux années 80, qui a bien fonctionné, et puis effectivement, on a été soumis à l'inflation, à la crise pétrolière et autres. Il a fallu tourner la page, le néolibéralisme est arrivé. Maintenant, il serait temps de tourner la page à nouveau. On ne fait pas. Il faut promouvoir de nouvelles écoles de pensée. Et maintenant, j'en termine. Finalement, maintenant, je peux répondre à la question. Après avoir dressé un panorama plutôt sombre, il y a tout de même des pistes encourageantes. Il faudrait bien sûr... Donc, ces pistes sont liées à la structure de ma présentation. Donc, santé, économie, finance, éducation. Promouvoir la biodiversité, stopper la déforestation, bien sûr. Et ça se fait déjà au niveau local, au niveau cantonal. Limiter la pollution, les émissions de CO2, développer une économie circulaire.
Encourager, bien sûr, l'utilisation des énergies renouvelables, en particulier dans le canton de Genève pour le chauffage. Je crois qu'il y a un certain retard là. La microtaxe, on pourrait très bien l'introduire au niveau cantonal, et donc financer un certain nombre de projets durables. C'est une piste, à mon avis, à creuser. Favoriser le développement d'une authentique finance durable. Alors maintenant, aujourd'hui, si vous prenez les prospectus des grandes banques ou de BlackRock, qu'on devrait appeler Green Rock, tout est vert. Tout est vert. Mais bon, ça s'appelle du greenwashing. C'est du marketing. Donc il faut être capable de creuser et dire à BlackRock, ah, très bien, vous le proposez, apparemment vous proposez une politique durable, mais pourquoi vous continuez à investir dans les compagnies actives dans le domaine des énergies fossiles? Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Et puis bien sûr, revoir l'éducation en économie et en finance, en particulier à l'Université de Genève, comme dans les autres universités. Mais fondamentalement, véritablement, je crois que la ville de Calvin est bien placée pour introduire une telle réforme. Je vous remercie pour votre attention. Merci, monsieur Chesnay, pour cet éclairage. Et puis, effectivement, à un moment donné, je pensais aussi que c'était assez sombre, votre tableau, mais enfin, vous donnez toute une série de pistes tout à fait intéressantes qui pourraient être certainement appliquées à Genève ou ailleurs, à Genève comme ailleurs. Et, monsieur Chesnay, vous pouvez juste certainement. Ici, nous rejoindre, oui, avec plaisir. On stage. Aucun système social ou économique n'a fonctionné perpétuellement. Aucun. Il y a eu le Moyen-Âge, par exemple. On a basculé vers autre chose. Et puis, c'est un système dynamique. Aucune espèce, aucun individu ne vit perpétuellement. C'est un fait. Il n'y a aucune raison qu'il faut qu'il y ait des exceptions. Donc là, ce dont on a besoin, c'est de changements profonds. Le système est à bout de souffle. Les signaux sont au rouge, quasiment tous les signaux. Signaux sociaux, économiques, financiers. Donc il faut simplement être capable, posément, calmement, de lire ces signaux, de les interpréter et de comprendre qu'il va falloir changer de mode de fonctionnement rapidement et fondamentalement. Voilà. Donc après ça, on peut appeler ça comme on veut, mais un autre système doit se mettre en place qui respecte la nature, qui respecte les espèces, les individus, et qui ne soit pas focalisé sur le 0,00001% de la population. Ça ne peut pas fonctionner. Vous êtes d'accord? Il faut en finir avec le capitalisme, monsieur Sandeau? Écoutez, on peut toujours envisager un autre mode de fonctionnement, jusqu'à preuve du contraire. Comme la démocratie, le capitalisme, c'est quand même le système qui a le plus fait ses preuves. Je rappelle que grâce à la mondialisation, la globalisation qu'on accuse de tous ces maux, l'extrême pauvreté a reculé ces dernières années. Le taux de mortalité infantile a reculé, etc. Donc il faut pas jeter le bébé avec l'eau du bain. Après, au niveau de la répartition des richesses, il y a eu plusieurs études qui ont été faites. Je crois qu'il ne faut pas non plus être trop dogmatique en la matière. Et puis si on prend le canton de Genève, c'est quand même 36% des contribuables qui ne payent pas d'impôts, et c'est un tout petit pourcentage de contribuables qui assument la plus grande part de l'impôt. Alors on peut leur taper dessus, on peut dire que ce n'est pas normal, mais à un moment donné, à partir du moment où on vit dans un monde globalisé, ces gens ils iront ailleurs. Donc à un moment donné, c'est soit on dit il faut trouver une solution globale au niveau mondial, ou alors ces gens ils pourront toujours trouver d'autres solutions. Et puis c'est le contribuable, c'est les habitants de Genève, pour parler de Genève, qui vont payer le fait que ceux qui contribuent le plus à l'impôt, ils seront peut-être plus là. Je ne dis pas qu'ils seront plus là, mais il y en a qui seront peut-être plus là. Donc je pense, encore une fois, tout est question d'équilibre et de vision globale. Merci. Alors il y a d'autres questions. Madame, et après monsieur, et je crois qu'il y avait une... Oui, et après madame, alors je ne sais plus. Madame d'abord, après madame, et après monsieur. Voilà. Oui, bonjour, bonsoir plutôt. Valentina Emler-Maïga, directrice générale de l'Office cantonal de l'agriculture et de la nature. En fait, j'ai deux questions à monsieur Marc Chesnay. Vous avez parlé tout à l'heure de la microtaxe. Vous parliez de faire ça sur Genève. Est-ce que c'est envisageable de faire une microtaxe au niveau cantonal? C'est une question technique. Et puis, deuxième question, je ne sais pas si elle est liée ou pas. Financement de la transition écologique. Est-ce qu'il y a des éléments, des réflexions sur les mécanismes pour justement créer un fonds pour la transition écologique en Suisse? Voilà, merci. Je pense que ces deux questions sont liées. Oui, c'est envisageable de fonctionner au niveau cantonal. Nous avons lancé une initiative, nous sommes 14, un comité constitué de 14 personnes.
Ça, c'est au niveau national. Donc l'idée n'est pas de rajouter un nouvel impôt, on en a déjà assez comme cela, mais de changer de paradigme. Donc ça fait partie des changements fondamentaux à mettre en place à l'heure de la digitalisation de l'économie, à l'heure de la Covid. Il est contre-productif de taxer le travail et la consommation. On va voir à terme, peut-être dans nos villes, des taxis sans chauffeur parce que les clients auront peur d'être contaminés par la Covid. Qu'est-ce qu'on va faire des chauffeurs de taxi? Qu'est-ce qu'on fait des personnes qui travaillent, qui sont caissières à la Coop ou à la Migros? Parce que maintenant, on a des caisses électroniques, etc., etc. Notre système ne peut pas fonctionner avec 50%, 60% des personnes qui sont en sous-emploi. Ils ne seront pas obligatoirement chômeurs. Ils travailleront quelques heures par semaine. Et on sera confronté au problème des gilets jaunes comme en France. Donc, des gens qui travaillent mais qui n'arrivent pas à boucler les fins de mois. Donc il faut trouver une solution intelligente. Là, la microtaxe en est une, qui est adaptée au monde actuel. Le système fiscal est archaïque, pas seulement en Suisse. Donc oui, on peut le mettre en place au niveau cantonal, sur un certain nombre de transactions, pour éliminer des impôts. Au niveau national, on a prévu d'éliminer 3 impôts. La TVA, l'impôt direct fédéral et le droit de timbre. Rien n'empêche d'appliquer un raisonnement semblable au niveau cantonal et de déterminer quels seraient les impôts à éliminer. À baisser d'abord, puis à éliminer. Et un fonds au niveau national, oui, justement, la microtaxe permettrait avec 0,1%, on générerait 100 milliards environ de francs par an, donc c'est énorme. 0,1% sur toutes les transactions. On a besoin d'un peu moins de 50 milliards pour éliminer les 3 impôts indiqués. Avec le reste, on peut faire beaucoup de choses au niveau national. Voilà, merci madame pour cette question. Donc madame au dernier rang. Merci. Oui, j'aimerais peut-être rejoindre quelques-uns des intervenants comme madame. Quand on nous dit qu'il faut produire de la richesse pour pouvoir la répartir, je veux bien, mais moi j'aimerais bien qu'on continue la phrase, qu'on l'inverse et qu'on dise, moi je vois qu'on crée de la richesse, mais on ne la répartit pas vraiment. Et particulièrement à Genève, désolée d'être genevoise, mais on veut toujours diminuer les impôts, on rechigne tout le temps quand il y a de nouvelles dépenses sociales. Or, c'est précisément ce développement économique qui crée ces problèmes sociaux et ces problèmes environnementaux. Alors, on sait aussi que le PIB, ça ne calcule que pas beaucoup de choses. Est-ce qu'il ne faudrait pas, dans l'économie elle-même, déjà intégrer les coûts sociaux et environnementaux qu'elle produit? C'est-à-dire que j'ai un peu de peine avec une économie qui n'est que économie. D'autant que monsieur dit qu'il faut une vision globale. Alors intégrons aussi les externalités qui sont créées par cette création, soi-disant, de richesse. C'est une chose. Et quand on nous dit que les riches ils vont partir si on augmente les impôts, arrêtez. Moi, je ne pense pas qu'on peut se baser une économie durable sur du chantage. C'est pas possible. Sans compter qu'à Genève, on a des tas d'autres bons côtés, des tas d'avantages pour les entreprises. Je me souviens une fois Madame Martine Busch-Vigrave qui les énumérait, c'était fantastique tout ce qu'elle disait. C'est vrai, on a encore un environnement à peu près potable, mais il faudrait faire attention qu'on ne continue pas à le dégrader. On a des bonnes communications, on a des gens qui ont des bonnes formations, donc je pense qu'on a beaucoup d'atouts. Maintenant, encore une autre chose, excusez-moi, mais il y a la question de la formation, effectivement. Je pense que dans certaines écoles, et je pense par exemple dans les écoles d'agronomie, on est souvent avec des vieilles théories. Et quand j'apprends que les tomates de Genève, et Dieu sait si j'aimerais pouvoir acheter des tomates de Genève, mais je ne peux pas, parce on a favorisé la culture hors sol et on a triplé l'endettement des paysans. Alors là, moi, je ne comprends plus. Donc voilà. Je crois que ma question s'adresse surtout à monsieur Olivier Sando. Mais je suis très contente aussi si les autres répondent. Merci. Oui, juste par rapport au PIB, effectivement, dans une autre conférence qui était centrée sur le bien-être, un certain nombre d'experts ont appelé effectivement à compléter la notion de PIB par celle de bonheur, de bien-être, en fait. Donc c'est quelque chose qui est un petit peu en cours. Il y a eu un projet de loi qui est en gestation. Monsieur Sandoz? Au risque de me répéter, parce qu'au fond, manifestement, on n'est pas tout à fait d'accord. Mais effectivement, que je peux que redire qu'il y a quand même 36% des citoyens à Genève qui ne payent pas d'impôts.
un très faible pourcentage qui paye une grande partie de l'impôt. Alors après, on peut remettre tout ça en question. Donc, de dire qu'il y a une mauvaise répartition, non, je ne crois pas. En plus, on a de la chance, et je le dis très franchement, de vivre dans un canton qui délivre des prestations de qualité nombreuses, que ce soit au niveau de l'enseignement, du social, de la santé. On vit dans un canton, je m'excuse de le dire, mais quand même riche. Et cette richesse, elle ne vient pas de rien. Alors après, on peut la répartir différemment. Mais encore une fois, et c'est pas du tout un chantage quand je dis que des gens pourraient partir, on le constate déjà. Alors heureusement que RFFA a passé, parce qu'autrement certains seraient, plus seraient partis. Mais je veux dire, les très très riches, ils sont mobiles. Ils n'ont pas besoin d'être dans un endroit ou dans un autre, même si on a un canton qui est juste extraordinaire. Donc encore une fois, oui, il faut raisonner globalement et en termes d'équilibre. Et puis il ne faut pas taper sur ceux qui produisent l'essentiel de la richesse, entre guillemets, et là je parle de la richesse financière, mais qui permet de financer les impôts, qui permet de financer les prestations. Après, où je suis d'accord avec vous, c'est que le PIB, ce n'est pas le seul indicateur. Il y a d'autres indicateurs, mais on peut parler d'indicateurs du bonheur et d'autres indicateurs qui ne doivent pas supplanter le PIB, parce que c'est quand même au niveau économique, c'est quand même un indicateur important, parce que c'est ce qui permet de montrer l'évolution de la production et de la richesse d'un pays. Mais il faut peut-être le marier avec d'autres indicateurs, un ne remplaçant pas l'autre. Encore une fois, je reviens, et je m'excuse de me répéter, toutes les questions d'équilibre. Merci. Peut-être je peux rebondir sur les externalités. Parce que, oui, allez-y. Effectivement, on a des projets très intéressants de travaux de valorisation du capital naturel aussi. Et donc, pour moi, j'y crois beaucoup parce que tant qu'on paye pas le juste prix de ce qu'on consomme, ça ne marchera jamais. Donc, je pense que de payer les externalités, on le voit avec l'Union européenne, dès qu'ils ont changé le mécanisme au niveau de la taxe CO2 de manière assez subtile, là, il y a eu des grands changements sur la politique énergétique allemande. Sans cette incitation-là, jamais on l'aurait vu. Donc, il faut absolument mettre le juste prix. Et la prochaine étape, c'est la biodiversité. Le CO2 est taxé pas au juste prix, clairement pas au juste prix, mais la biodiversité, pas du tout. On peut utiliser ces forêts amazoniennes et pas en payer le juste prix. Donc, tant qu'on n'aura pas intégré dans les mesures de valorisation des sociétés ou dans le PIB, pourquoi pas corriger le PIB en tenant compte de ces externalités. Moi, ça, j'y crois beaucoup, parce qu'en tant qu'économiste, on le sait très bien, tant qu'on ne paye pas, on abusera. Madame Zgregan. Oui, je rebondis. Je pense que l'équilibre dont il était question un peu plus tôt dans la discussion c'est un équilibre de façade qui repose sur des déséquilibres qui n'assument pas leur coût. Aujourd'hui, à Genève, en tout cas, au niveau de la durabilité et de l'économie, si on fait ce lien-là, on en reste quand même au discours. On a des stratégies économiques liées à la durabilité sur le papier, mais les entreprises qui s'engagent vers plus de durabilité de manière concrète, elles ne sont pas intégrées dans les discussions économiques au niveau du canton. Et puis, dans les incubateurs de projets économiques, on a rarement des indicateurs de durabilité qui sont à côté d'indicateurs de performance. Donc, il y a déjà des pas qui pourraient être faits à ce niveau-là. Très bien, oui, merci. Donc là, au niveau des questions, c'était monsieur avec le pull vert orange dont vous aviez une question. Ou bien je me suis trompé. Non, excusez-moi. Alors, monsieur en bleu. Oui, merci beaucoup. Benoît Molino de la coopérative Équilibre, justement. Le nom de notre coopérative vient de la recherche, de l'article 73 du développement durable qui nous dit qu'on doit chercher un équilibre entre la nature, ce qu'elle produit, et sa consommation par l'être humain. Aujourd'hui, on en est très loin. En Suisse, on consomme à peu près 5 fois plus que les ressources produites sur notre territoire. Donc, quand j'ai entendu, et je vous remercie, Monsieur Chenet, la conférence, je pense que le diagnostic que vous posez est implacable. On est comme dans un paquebot en train de foncer sur un iceberg. J'entendais ça déjà il y a 30 ans. Moi, je suis physicien et l'équilibre dont vous parlez, Monsieur Sando, c'est en ce moment et depuis 30 ans, on accélère. Donc on fonce droit sur l'iceberg, la catastrophe elle est imminente et les mesures, je suis désolé de le dire, mais que j'entends depuis 30 ans et que vous nous présentez, peut-être à part Madame sur l'économie sociale et solidaire, c'est en gros peut-être changer un peu le carburant, mais en tout cas on n'est pas en train d'aller moins vite. Et donc ma question c'est, est-ce que, je remercie aussi la question sur le capitalisme,
il faut changer de modèle, mais est-ce qu'on parle quand même de PIB? Je pense qu'à mon avis, on doit complètement disqualifier le profit et le PIB. Comment peut-on espérer qu'une économie qui se base sur la recherche de profit, et notamment de profit individuel, puisse apporter des réponses à des crises globales et collectives? Ça, c'est une question. Et puis, est-ce qu'on ne doit pas trouver des indicateurs d'utilité publique, de bien-être collectif, de commun? Est-ce qu'on ne peut pas avoir une économie qui se base là-dessus, qui nous dise une entreprise qui fonctionne bien, c'est une entreprise qui régénère les ressources, qui contribue au bien-être? Et j'appelle M. Hodgers, qui va prendre la parole tout à l'heure. Est-ce qu'à Genève, on pourrait imaginer des indicateurs d'utilité publique pour les entreprises? Parce que je pense que moi, je travaille dans des entreprises. Je pense que les entreprises et les personnes qui travaillent et qui sont employées seraient motivées par l'utilité publique, par apporter des solutions, rechercher des solutions à la catastrophe envers laquelle on est en train de foncer. Merci. Monsieur Chesnay, peut-être? Oui, par rapport au PIB, donc vous mettez l'accent sur quelque chose d'important. Les pays, les économistes sont fiers chaque année de montrer ce qui a été produit dans telle ou telle entité, dans tel ou tel pays. Mais ce qu'il faudrait montrer, c'est ce qui a été détruit en même temps. Voilà, donc si on montre que ce qui a été produit, ça ne peut être que positif. Qu'est-ce qui a été détruit? Encore une fois, 2 tiers des espèces ont disparu. Entre parenthèses, on fait partie du dernier tiers. Il faut peut-être en parler de tout ça. Et tout n'a pas une valeur monétaire d'ailleurs. Mais on parlait de manière qualitative. Où va-t-on exactement? Donc oui, ce sont des points essentiels. Il faut vraiment basculer, changer de paradigme et placer l'homme au cœur de l'économie. Vous savez ce qu'on dit en médecine, l'opération a réussi, mais le malade est mort. Voilà. Donc il faut bien en économie qu'on comprenne qu'il s'agit que l'homme vive bien, et on peut vivre bien sans générer 12 ou 13 milliards en un jour. Oui, parce que ça, c'est une maladie. On peut citer aussi effectivement la destruction de la faune, de la flore, notamment avec ces incendies massifs et qui apparaissent pas ou très peu au sein du PIB. Angela De Wolf, vous voulez Tout à fait. Je voulais réagir parce que effectivement, on peut partager cette problématique. Et ensuite, c'est au niveau individuel et de qui on est et là où on est, c'est comment on peut intervenir et amener ces changements. Parce qu'il faut intégrer ça, il faut changer le PIB. Je trouve ça génial. D'ailleurs, il y a eu des prix Nobel d'économie qui ont parlé de ça. Je crois qu'il y a des éléments qui se discutent au niveau de la gouvernance mondiale. Il y a des éléments qui se discutent au niveau des États et au niveau des grandes organisations. Et il faut défendre ces dialogues-là pour que ces changements se passent au niveau de ces organisations. Et après, il y a une action que l'on peut faire sur le terrain au niveau des entreprises. Et vous avez raison, il y a des entreprises qui aujourd'hui font vraiment et sérieusement ce travail d'essayer d'aller vers l'économie circulaire, de réfléchir dans cette direction-là. Et je crois que c'est ce dialogue qui doit se passer. Maintenant, c'est au quotidien, c'est comment est-ce qu'on amène ce changement progressivement. Et même s'il est lent, peut-être qu'aujourd'hui, je ne fais pas partie de ceux qui sont dans la révolution, mais plutôt je suis une ancienne analyste financier qui a passé vers la durabilité et qui accompagne des institutionnels dans cette direction. C'est peut-être lent, mais je n'ai pas trouvé d'autres moyens d'accélérateur. Mais je pense que c'est la combinaison de la gouvernance, du politique, de l'acteur et de ces genres de discussions qui vont amener à un moment donné un changement qui sera plus radical. Mais attendre que l'extérieur arrive avec une solution toute faite, moi personnellement je trouve que c'est difficile et je n'y crois pas vraiment. Mais c'est un cumul d'individualité qui va amener au changement général. Monsieur Kaufmann? Non, je voulais dire, moi ça fait donc 16 ans que je suis à Ethos, c'est vrai que je partage votre point de vue que les choses vont très lentement et puis que j'ai des fois l'impression d'avoir des dialogues de sourds avec ces entreprises. Mais il y a quand même une évolution, certes trop lente, beaucoup trop lente, mais disons qu'il y a 15 ans, quand on téléphonait chez Ethos à une entreprise, elle nous disait « mais de quoi vous vous mêlez? Si vous n'êtes pas content, vendez vos actions ». Aujourd'hui, on intervient à l'Assemblée Générale, on est reçu par le Président, il nous écoute, on voit des progrès qui se font. Donc, genre, en 15 ans, il y a quand même une grande partie
Voilà, on arrive à dialoguer. Déjà un premier pas. Et les investisseurs aussi, les caisses de pension étaient très conservatrices, sont toujours très conservateurs. C'est aussi des assureurs. Ils ont deux métiers, gérants de fortune et assureurs. Ils doivent quand même vous payer les rentes à la fin pour la retraite. Donc, ils ont ce côté très, très conservateur. Et là aussi, ça bouge gentiment, trop gentiment, mais ça bouge. Donc, oui, en 30 ans, peu de choses ont évolué. On a toujours les mêmes choses, mais je vois quand même des côtés positifs. Après, sur l'utilité publique, je voulais aussi rebondir parce que ça, je trouve, on vient de nous, chez Ethos, de faire l'exercice, peut-être un peu tard, mais d'être certifié B Corp. Alors, c'est un énorme exercice et on a vu qu'on était, alors on a passé parce qu'on est quand même dédié au développement durable et à tout ça, mais rien que la manière dont, au niveau de notre propre responsabilité, d'une petite PME locale de 25 personnes, on avait vu qu'on pouvait faire encore des progrès. Donc, c'était un gros exercice pour nous. Donc, j'imagine que si on incite un peu les entreprises, les PME genevoises, donc là, je pense qu'au niveau du canton, il y a moyen de faire quelque chose pour les inciter à passer des certifications ou peut-être au niveau de l'économie sociale et solidaire, responsable et solidaire, je m'excuse, ils se devraient tout ensemble. Là, peut-être, il faudrait aussi que vous ayez un indicateur pour mesurer là. Alors, je sais que vous travaillez aussi avec Jonathan Normand au niveau de Bicorp, mais au niveau des entreprises et des PME, d'être certifiés de ce genre de label, c'est pas du greenwashing, je peux vous le dire, parce que c'est robuste comme questionnaire. Et là, je pense qu'il faut que plus d'entreprises le fassent parce que si elles veulent garder, une fois qu'on a cette certification-là, la perte, c'est un très mauvais message. Donc, on est obligé de mettre en place des choses, des politiques, surtout au niveau ressources humaines, mais aussi au niveau approvisionnement. Il y a tout un questionnaire sur l'approvisionnement local ou pas. On peut perdre pas mal de points. Donc, pour arriver à ces certifications-là, il faut mettre des politiques en place. Donc là, je pense que si on pousse les sociétés à le faire, les incite, là, je crois que c'est pas de la réglementation qu'il faut mettre, mais des incitations, peut-être que voilà, ça pourrait être une mesure d'utilité quand même intéressante. Merci. Effectivement, cela correspond à un certain nombre de remarques qui ont été aussi proférées lors des précédentes conférences. Cela prend du temps. Comme on sait, le Suisse se lève tôt mais se réveille tard. Donc ça prend quand même, il y a le temps politique, il y a le temps de l'économie, etc. Je vais poser une question maintenant via Facebook, parce que ça fait un moment que cette personne-là attend. Je ne sais pas si en citant Facebook, je vais encore enrichir un des patrons de la Silicon Valley. Enfin, je lis la question. Les crypto-monnaies, opportunité ou écueil pour la durabilité, un changement de paradigme de politique monétaire est-il possible, de M. Alexandre Esch qui pose cette question. Je pense peut-être M. Chesney, vous pouvez répondre. Oui, c'est vrai que les crypto-monnaies sont apparues d'une certaine manière comme réponse à la crise de 2008. Mais c'était une réponse uniquement technique, donc c'est vrai, ça peut sembler sympathique de contourner les banques centrales et de fonctionner de manière décentralisée avec des crypto-monnaies, mais je ne crois pas que ça soit la solution. Il faut changer de paradigme. Signifie que la dimension n'est pas uniquement technique, c'est qu'il faut réfléchir out of the box de manière différente. Voilà ce que je voulais dire à ce niveau. Très bien. Sur les crypto-monnaies, Madame De Wolf? Non, simplement une chose, c'est que effectivement, c'est plutôt un aspect technique. Derrière, il y a la notion de la blockchain et qui, à nouveau, c'est une technologie qui peut être utilisée à bon escient, par exemple pour toute la traçabilité, pour assurer. Voilà, elle peut être utilisée pour la durabilité et inversement, on a vu que dans les crypto-monnaies, il peut y avoir tout à fait de la spéculation. Donc, à nouveau, c'est pas un bien, un mal en tant que tel, c'est des outils qui peuvent servir les deux pièces de la monnaie. Merci. Alors, il y a monsieur qui attendait. Voilà, monsieur qui lève la main. Après, il y a monsieur et puis madame, dans l'ordre. J'essaye d'avoir une vision. Oui, je suis Helmut Lubers et puis je suis ingénieur. Quand j'avais l'âge de 4, aux Pays-Bas, la Terre était plate. Depuis lors, j'ai découvert que la Terre n'est plus plate. Alors ces dernières 25 années, je ne fais rien d'autre que me cibler sur la durabilité. Alors j'ai la question suivante. Que pensez-vous d'une stratégie suivante pour une économie durable? Et puis ça j'introduis avec des affirmations suivantes. Étant donné que chaque croissance augmente la pression sur l'environnement, la Terre n'est pas plate, les ressources sont limitées. On devrait arrêter la construction de nouvelles routes, de tunnels, de surélévation et de densification des bâtiments. Et on continue à faire que de l'entretien. Est-ce que ça donnerait
plus de 35% de chômage en Suisse dans moins de 5 années. Avec ça, je veux dire que même si l'on arrête ce que nous, comme réseau Objection de croissance, aimerait avoir, une arrêt de la croissance économique, est-ce que ça ne donnerait pas un chômage complet en Suisse qui fait l'effondrement de notre économie? Alors on est dans un catch-can, hein, c'est une main qui... on ne peut pas faire différemment que continuer comme ça, je pense. Mais qu'est-ce que vous pensez? Alors, qui veut se lancer? Oui, Monsieur Sandoz, puisque vous représentez aussi un petit peu certaines entreprises de ce domaine. Non, alors, juste une petite parenthèse pour la certification dont vous avez parlé tout à l'heure par rapport aux PME. Nous, on a expérimenté, c'est une certification qui s'applique plutôt aux grandes entreprises. Pour les PME, ah oui, oui. On l'a fait. Angela l'a fait, ils ont 4 personnes. Oui, mais bon, non, ça... et tout. Et puis, non. J'en reviens à mon point de départ, c'est que là, on dit il faut que les PME se certifient en ce moment, etc. Aujourd'hui, dans la presse dominicale, il est sorti un sondage selon lequel une PME sur 5 craint pour sa survie à Genève. Donc, il faut marier toutes les théories qu'on a maintenant avec l'impératif actuel dû notamment à la Covid, hein, qui est que certaines PME, elles vont très mal. Certaines survivent maintenant grâce au RHT, mais on ne sait pas ce qui se passera quand il n'y aura plus les RHT. Donc c'est pour ça que je dis qu'il faut, parler de certification, mais je pense qu'il faut faire step by step et puis remplir les urgences. Par rapport à la croissance, je crois que j'arriverai pas à vous convaincre. Je pense que de dire on fait plus d'infrastructures, on surélève plus, on construit plus, ça veut dire que les habitants genevois devront dire à leurs enfants qu'ils pourront plus vivre dans le canton. Après, c'est la limitation des naissances, si c'est ce que vous voulez. Moi, je sais pas, hein, je connais pas votre programme. Mais on sait que la croissance est absolument indispensable dans toute société depuis toujours. Par contre, il faut une croissance responsable. Et après, c'est toute la question de ces journées sur le développement, c'est quelle croissance on veut. C'était un peu compliqué, je l'avoue. Alors c'est tout à fait... Alors, je ne suis pas statisticien ni spécialiste en la matière, mais ce qui est sûr, c'est que si on arrête la croissance, le taux de chômage il va augmenter de manière très significative, puisque une des seules manières de lutter contre le chômage, c'est de créer des places de travail, donc c'est d'avoir plus de croissance. Après, encore une fois, tout le débat, c'est quelle croissance? Voilà, est-ce que c'est une croissance en termes d'utilisation matérielle, et je pense que c'est là où il y a un problème avec la durabilité, ou est-ce qu'on est dans une... De toute façon, pour la nouvelle génération, il faut leur donner la possibilité d'innover, d'avoir de la création et d'aller de l'avant. Maintenant, l'idée, c'est d'avoir de la croissance avec moins d'utilisation des ressources. Et ça, c'est tout le défi de la durabilité. Mais je pense qu'on ne peut pas arrêter l'avancement et l'évolution, parce que ça fait partie de l'humanité. Mais elle doit se faire, non pas en utilisant plus, mais en utilisant moins. Et c'est là peut-être l'intelligence. Mais ce sera aussi de la croissance. Très bien, merci. La question suivante, c'était monsieur... Au 3e rang, le micro arrive. Oui, bonjour. Bonsoir, monsieur, dame. Je suis Gérald Buty, chef d'entreprise de PME. Je suis architecte paysagiste et arboriste. Et j'assume une responsabilité sociale avec l'entreprise que je dirige. Alors, lorsque je vois cette question, quelle stratégie économique est compatible avec la durabilité, je transpose cela à mon niveau. Au niveau genevois et au niveau d'une petite entreprise qui a certaines difficultés, notamment dues au Covid, mais pas que dues au Covid. J'ai beaucoup apprécié l'exposé de M. Chesnay et j'apprécie beaucoup cette façon de faire et j'ai été très impressionné. Et je suis également impressionné lorsqu'on parle d'équilibre. M. Sandoz a parlé d'équilibre, de recherche d'équilibre et d'avoir un équilibre. Mais on voit qu'avec tout ce qu'on entend aujourd'hui, de ce qu'on a vu avec M. Chesnay, on est en total déséquilibre. Alors maintenant, le défi, il est immense. En fait, en ce qui me concerne, donc je pense que certains décideurs, des maîtres d'ouvrage, se doivent de donner l'exemple en ce qui me concerne, en ce qui concerne l'économie locale, au niveau des adjudications
et de revoir la pratique du moins-disant. Je constate que la peur est le sentiment qui domine dans les milieux économiques. La peur de manquer de travail, par exemple. Et la concurrence malsaine a baissé les prix proposés aux divers clients et privés ou institutionnels. Alors j'en appelle donc à l'État, aux administrations publiques de notre canton, à donner l'exemple dans cette manière de faire, donc à corriger le système pratiqué. Et nous pourrons de ce fait-là éviter une paupérisation qui s'installe, parce que justement, on est étranglé. Et le juste prix n'est pas le prix le plus faible. Donc il y a quelque chose à revoir pour maintenir, soutenir et faire émerger à nouveau les PME qui ont des problèmes. Merci. Madame Sgargan, oui. Oui, on a vu aussi dans ce débat que finalement il y a déjà un problème sur quel est un prix et toutes les externalités négatives qui sont pas compris dans son coût. Et puis je rejoins monsieur, moi je dirige aussi une entreprise dans la construction, 35 personnes sur Genève. Alors effectivement dans les appels d'offres publics, on n'a pas, ou alors de manière vraiment risible, des indicateurs autres que le prix pour le choix des fournisseurs. Ça pourrait être amélioré. Je pense aussi que nos entreprises responsables, si je mets ce chapeau-là, on doit aussi, quand on choisit un fournisseur, un partenaire avec qui on travaille, on doit aussi prendre nos responsabilités et mettre des critères de choix qui dépassent, qui vont aussi avec des critères de prix. Et parce que nous aussi, on est responsable quand j'achète quelque chose, quand je me fournis dans mes produits de ma propre PME. Moi aussi, si je veux avoir un discours cohérent, je dois aussi pouvoir choisir mes fournisseurs, soit parmi les Bicorp qui sont déjà labellisés, soit dans des entreprises de l'économie sociale et solidaire qui ont des pratiques qui sont là depuis plusieurs années. Mais je dois aussi faire cette affaire-là et choisir, parce que je vais aussi avoir un effet de levier pour augmenter cette part de durabilité dans l'économie en choisissant mes partenaires et mes fournisseurs avec des critères qui sont aussi autres que juste le prix. D'accord. Oui, quelqu'un d'autre, Monsieur Sandoz, vous voulez réagir aussi? C'est vrai que c'est tout le problème des marchés publics, des appels d'offres. Et c'est vrai que c'est un vieux problème. Et puis en plus, il y a toute une réglementation au niveau cotonal, au niveau intercotonal, au niveau suisse et au niveau international. Donc c'est vrai qu'il y a une problématique de certaines autorités adjudicatrices qui se focalisent un petit peu trop sur le prix. Mais il faut voir qu'elles le font dans un cadre légal qui existe. Donc je pense que c'est aussi aux politiques, si on veut que ça change, d'introduire différents critères tels que la formation professionnelle, les déplacements, enfin le développement durable, etc., qui ne sont pas forcément aujourd'hui introduits dans les législations qui nous gouvernent. Donc encore une fois, là, c'est plutôt législatif à faire en sorte que de contraindre peut-être un petit peu les autorités adjudicatrices qui effectivement se focalisent un petit peu sur le prix. Mais il faut bien voir qu'elles aussi doivent faire face à des contraintes budgétaires et puis que, effectivement, elles se basent un petit peu trop sur le prix. Et puis après, il faut bien voir que dans les milieux professionnels, alors qui se battent justement pour faire changer la loi, pour justement mettre en avant la formation professionnelle, le développement durable, etc., vous aurez toujours malheureusement des moutons noirs qui font que ils ont un prix plus bas que les autres. Donc effectivement, qu'il y a peut-être un changement de mentalité et de législation à entrevoir à ce niveau-là. Merci. Alors il y a une question de Madame qui attend depuis un moment, oui. Si on peut lui donner le micro, merci. Bonsoir, Sarah Chalès. J'ai une question qui est un peu plus générale parce que je pense pour les utilisateurs, pour la population, c'est toujours un peu difficile. On est tous d'accord sur le terme du greenwashing à peu près, j'estime, mais pour le terme de la durabilité, j'ai l'impression qu'il est utilisé selon qui parle, avec des idées différentes derrière. Et je trouve que pour se dire je veux vivre en fait de manière durable, c'est très difficile parce que j'ai beaucoup de produits durables qui sont sur le marché, mais qui ne se le sont, si je les regarde de plus près, pas vraiment durables. Et est-ce qu'il ne faudra pas mettre un droit d'usage sur le terme ou en créer un autre qui est beaucoup plus pertinent dans ça, pour en fait informer la population, de vraiment pouvoir prendre des choix informés
et vraiment avoir peut-être un cadre légal qui tient aussi compte de l'urgence climatique pour en fait mettre des termes beaucoup plus forts sur ça. Parce que je pense, en fait, il y a des entreprises qui peuvent en fait se dire durables parce qu'il y a des critères qui correspondent, qui travaillent dans un cadre légal qui n'est pas en fait assez strict pour ça. Donc je trouve actuellement le terme de la durabilité, c'est un très grand souci parce que on ne sait pas comment le traiter en tant qu'individu. Il manque une sorte de label, en fait. C'est un peu comme les produits bio. Mais Pas vraiment un label, peut-être vraiment d'avoir peut-être même un autre mot qui est plus fort pour qu'on peut faire la distinction en quelque chose qui se veut durable, peut-être en approchant quelque chose d'un but beaucoup plus loin. Très bien. Voilà, merci. Madame, Monsieur Kaufmann, allez-y. Non, c'est effectivement ça le gros problème. En tout cas, en finance, on le voit beaucoup, mais pas que. Là, je reviens sur la labellisation, les certifications, l'expérience. Et puis après, dans la durabilité, on voit souvent l'environnement, mais le social, l'équilibre de gouvernance, tout ça, c'est aussi hyper important. Donc, c'est aussi quelle pondération on met dans ces différents critères. Donc, il faut se mettre d'accord, je pense, sur une labellisation. Et là encore, je parle de l'expérience chez de la Fondation Ethos, c'est la certification Bicorp. Je veux dire, les entreprises, il faut déjà changer ces statuts, avoir dans le but statutaire, introduire la notion qu'il n'y a pas que la notion de profit, il y a la société civile dans son ensemble, qu'on va, dans le cadre de nos opérations, tenir compte de l'ensemble des parties prenantes. Donc c'est dans le but statutaire. Après, dans les statuts, plus loin, on dit que le conseil d'administration et la direction s'engagent dans la mise en œuvre de sa stratégie à tenir compte du but statutaire. Enfin, ça va assez loin au niveau statutaire. Déjà, il faut changer ces statuts. Donc, je comprends qu'il y a des PME qui sont réticentes. Il y a un coût. Il faut déjà se passer chez le notaire. Ça coûte quelque chose. Donc, et après, il y a tout le questionnaire. Et c'est de nouveau un gros travail. Donc, je pense que ça peut donner une notion assez intéressante déjà de critères. Puis après, dans chaque secteur, chaque domaine, il faut aussi bien vérifier ce que c'est que ces labellisations. Moi, je parle de la Bicorp parce qu'on l'a fait et je pense qu'elle est sérieuse. Il y en a d'autres, je pense, qui sont moins sérieuses. Donc, je vous rejoins. C'est pas évident pour le consommateur et je suis d'accord aussi qu'il faut absolument légiférer autour de ces terminologies. En tout cas, dans la finance, ça c'est évident. Mais de manière générale, ça aidera beaucoup la cause. Marc Chesnay qui veut répondre. Oui, je pense qu'un système de label pour les produits financiers serait aussi utile pour déterminer ceux qui sont durables et ceux qui ne le sont pas, pour avoir une idée. Ça, c'est assez complexe, mais il faudrait le faire tout de même pour qu'on soit tous informés. Je me permets juste une chose, c'est que les exigences de durabilité, en travaillant avec des investisseurs différents, on sent que la définition pour chacun est différente. Donc la notion de label et de dire ceci est durable, ceci ne l'est pas, est très difficile. On voit par exemple un fonds qui va se dire low carbone et proche du climat et qui va peut-être continuer à investir dans des sociétés controversées sur l'aspect social. Donc ce qui est important, et je reviens au consommateur, c'est qu'il y ait le descriptif de finalement qu'est-ce qui compose votre portefeuille, qu'est-ce qui compose vos investissements. Et ensuite, c'est à l'investisseur de choisir ce qui lui correspond le plus. Et c'est comme le consommateur, il va décider que oui, il préfère prendre la banane bio, même si elle vient d'ailleurs, ou alors quelqu'un dira non, je préfère prendre la pomme locale, même si elle n'est pas bio. Et je veux rester sur ce fait qu'il reste complexe, et on n'aura pas simplement un label qui va dire ça c'est bon, ça c'est pas bon, ça c'est gentil, ça c'est méchant. Et je crois qu'il faut rester dans cette notion de complexité et vivre avec, mais la transparence, et le plus on donnera de l'information accessible, plus chacun, en fonction de ce qu'il considère être durable, fera ses choix en toute conscience. Merci. Il est juste 19h.